En fin d'année 2021, on sort d'une année de bull run avec des marchés très haussiers et on rentre en 2022 dans un cycle de bear market, donc des marchés plutôt baissiers. Mais un bear market un peu particulier puisque pour la première fois pour l'écosystème des cryptos, ce bear market s'inscrit dans un cadre macroéconomique de l'économie traditionnelle extrêmement dégradé. L'année 2022, d'un point de vue macroéconomique, c'est beaucoup d'éléments phares. Le premier, c'est évidemment la guerre en Ukraine qui a commencé en février de cette année. Ensuite, l'inflation qui a énormément augmenté. Et enfin, une crise énergétique qui s'est globalisée sur cette fin d'année. L'impact sur les cours de ces éléments, c'est évidemment beaucoup d'incertitudes et donc de l'incertitude qui se traduit par des cours qui baissent. Parce que dans ce genre de moment, les investisseurs préfèrent s'orienter vers des actifs qui sont moins risqués que les crypto-monnaies. Quelques exceptions cependant cette année qui touchent plutôt des projets qui ont eu des changements fondamentaux. Je pense notamment à Ethereum qui cet été a bénéficié d'un très bon rallye haussier du fait de son changement de consensus. On a donc un contexte macroéconomique très dégradé, mais au sein même de l'écosystème crypto, on rencontre les premières catastrophes de ce bear market, à commencer par l'effondrement de l'écosystème Terra Luna en avril-mai 2022. Terra Luna est un des seuls écosystèmes à avoir aussi bien marché sur l'année 2022, en tout cas à son début d'année, tout simplement parce que c'était la seule blockchain à proposer un tel rendement sur des stablecoins, donc sur l'UST. Naturellement, dans un contexte de marché baissier, les gens veulent protéger leur capital, se placent en stablecoin, et s'ils peuvent avoir un rendement intéressant, près de 20% sur ce stablecoin, c'est ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que beaucoup de gens ont placé de leurs fonds en UST et donc en Luna, et c'est pour ça que l'écosystème a aussi bien marché sur les 4 premiers mois de l'année. Une des seules cryptos en réalité dans l'année 2022 à avoir fait son ATH, son plus haut niveau historique, est le Luna, en atteignant près de 120 $. Le fonctionnement de l'écosystème Terra Luna était de proposer un rendement sur les stablecoins. L'intérêt de ce rendement était non seulement qu'il était élevé à près de 20%, mais également qu'il était presque fixe. L'idée était d'avoir un rendement en finance décentralisée qui n'était pas aussi fluctuant que sur d'autres blockchains. Ce taux relativement fixe, il a eu un effet qui était assez néfaste et qui n'avait pas été anticipé par les équipes de Terra Luna, qui est en fait, dans le contexte d'un marché baissier, beaucoup de protagonistes veulent placer en rendement leur stablecoin et peu veulent emprunter au contraire. Ce qui fait que les réserves du protocole se sont vidées à une vitesse assez importante. Les équipes de développement Terraform Labs, Luna Foundation ont dû plusieurs fois mettre la main à la poche pour refinancer cette trésorerie. Et naturellement, au bout d'un moment, les taux ont dû être baissés, les gens ont commencé à s'inquiéter et à quitter la plateforme, ce qui a fragilisé le PEG de l'UST qui a perdu le cours de 1 $. Alors premièrement, on a eu du 10 au 12 mai une chute de plus de 96% du cours du Luna. Donc je vous ai expliqué qu'il avait atteint presque 120 $. Il s'est retrouvé à se retrouver en dessous du dollar à un moment donné, donc à une vitesse fulgurante. C'est quelque chose qui n'a pas été anticipé et dans cette chute, il a entraîné en même temps l'UST, son stablecoin, qui aujourd'hui n'est plus du tout à 1 $ et il traîne à quelques centimes et plus personne ne l'utilise. Post-effondrement de Terra Luna, on rentre dans la période estivale, et cette période estivale est un peu particulière, elle suit un effondrement global de l'ensemble des marchés, crypto, mais aussi des marchés traditionnels. Et on a donc, durant les mois de juillet-août, une sorte de rebond, de calme, on va dire, avec une nouvelle hausse sur les marchés après la tempête des premiers mois. Tout ça nous amène à fin août, début septembre, où à ce moment-là, la thématique, le narratif vers lequel tout le monde se tourne, c'est The Merge sur Ethereum, cette évolution technique qui était attendue depuis des années et qui enfin arrive. Et puis on arrive en novembre et cet événement majeur de l'année 2022, la faillite de FTX sur fond de malversation à grande échelle, qui va emporter dans les semaines qui suivent l'ensemble de l'écosystème crypto. Le second grand événement de l'année 2022 est la chute de FTX naturellement. Le 2 novembre, on a eu un article d'un média crypto américain qui a révélé des informations sur la façon dont étaient gérés les fonds chez FTX et Alameda Research, le fonds d'investissement du PDG de FTX. Cet article a suffi à éveiller conscience et à donner peur à beaucoup d'investisseurs qui ont commencé à creuser un petit peu plus et on a découvert finalement qu'il y avait un trou de plus de 8 milliards dans les comptes de FTX. Il a été également découvert que les fonds clients de FTX ont également été utilisés par la société sœur de FTX, Alameda Research, pour des investissements qui n'étaient absolument pas autorisés par la politique de FTX. Ces deux événements ont naturellement eu des grosses répercussions, premièrement au niveau de la confiance des investisseurs qui a forcément s'est fragilisée. Deuxièmement, ça c'est un point plus positif, les mauvais acteurs, les mauvais joueurs
de l'écosystème vont naturellement disparaître, se retirer, pour laisser place à seulement des acteurs qui sont les plus solides, les plus cohérents. Ça va permettre également d'instaurer dans les entreprises crypto des meilleures procédures en termes de risk management, en termes de respect des règles, de transparence également, ce qui est très important. On a vu beaucoup d'exchanges se mettre au proof of reserve, donc proposer aux clients de dire voilà ce qu'on a chez nous en réserve, on vous prouve qu'on a bel et bien les fonds qu'on est censé avoir, pas comme FTX qui proposait à sa société sœur d'utiliser vos fonds pour ses investissements. L'année 2022 a donc été une année particulièrement riche, un peu rock'n'roll, avec les événements internes à l'écosystème crypto sur fond d'une crise macroéconomique et géopolitique mondiale. Toutefois, lorsque l'on prend du recul, finalement, on se rend compte que cette année 2022 n'est pas si étonnante au regard des cycles de Bitcoin et de l'écosystème crypto de manière générale. En 2014, en 2018, comme en 2022, il y avait eu des chutes brutales sur les marchés, de l'ordre de 80-85% de baisse du prix du Bitcoin entre son plus haut historique et son plus bas. Et on est aujourd'hui encore complètement dans ces cycles-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces points de marché bas sont aussi les endroits où les opportunités se créent pour l'avenir, où dans les semaines ou les mois qui viennent, on va atteindre le point le plus bas de Bitcoin avant de repartir à la hausse, probablement fin 2023, en 2024 et évidemment 2025. Mais au-delà de l'évolution des prix des actifs et de l'évolution du marché, il y a une tendance assez intéressante à regarder, qui a démarré depuis 2019 en France, mais qui s'est matérialisée au niveau européen depuis 2022, c'est l'évolution de la réglementation européenne. Alors les gouvernements étaient nombreux cette année à se manifester favorablement en matière de crypto. On a en tête les États-Unis avec Joe Biden qui a émis une ordonnance très prolifique sur le sujet. Singapour évidemment qui est toujours un État avant-gardiste sur la matière. Et enfin, en Europe, les gouvernements se sont tous séparément emparés de la question avec des micro-régimes que vous pouvez retrouver en Espagne, en France, en Allemagne, etc. On a des projets qui sont assez différents. Par exemple, l'Allemagne a une posture plutôt défensive, à estimer que la crypto ressemble beaucoup à un instrument financier, donc à mettre ça sous le chapeau de la réglementation déjà existante. Il y a d'autres gouvernements, comme celui de la France, qui sont beaucoup plus on va dire, révolutionnaires dans leur façon de penser la crypto et qui ont créé des cadres ad hoc qui n'existaient pas avant pour la crypto, dédiés à ces nouveaux acteurs et dédiés à cette nouvelle forme de valeur. En termes d'institutions, elles ont été aussi nombreuses à se manifester. On a eu des débats très contradictoires, très intéressants, à la fois pour tacler les doutes, les inquiétudes que suscitait la crypto, mais aussi les challenges et les promesses qu'elle contenait. J'ai en tête notamment la SEC aux États-Unis, donc l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en France, l'AMF française évidemment qui a été très porteuse sur le sujet, mais aussi le FMI sur la question de l'écologie et des bitcoins, le FSB qui est une immense organisation internationale qui réunit les banques centrales, ou encore la BCE. Il y a des projets très intéressants. Il faut distinguer d'une part les projets de monnaie digitale, de monnaie numérique, où là il y a des questions de souveraineté et c'est très surveillé par les autorités américaines pour leur dollar numérique et très récemment par le pound numérique côté UK et enfin en Europe avec l'euro digital qui a fait l'objet de premiers tests en 2022. Et puis de l'autre côté, il y a des projets de réglementer le secteur crypto au niveau des acteurs, au niveau de la protection de la clientèle et sur ça l'Europe est très avant-gardiste avec un projet de règlement MiCA. MiCA, en 3 mots, c'est un projet de règlement européen qui va s'appliquer à tous les États membres, donc la Lituanie, l'Espagne, la France, etc. etc. L'idée, c'est d'instaurer des règles communes pour les acteurs qui fourniront des services à la clientèle, d'instaurer des règles de protection, de transparence vis-à-vis de la clientèle, et enfin de cadrer tout l'univers dit des stablecoins, qui sont aujourd'hui des crypto-monnaies très largement utilisées au niveau mondial. Une autre grande tendance nouvelle dans l'écosystème des cryptoactifs, qui est apparu à peu près durant l'année 2020, mais qui s'est massivement matérialisé en 2021 et en 2022, c'est l'arrivée des institutionnels sur ces marchés. Au milieu de tout ça, on voit beaucoup d'institutionnels qui continuent à se positionner sur le secteur. Je pense notamment à Goldman Sachs qui a ouvert son premier desk crypto, Morgan Stanley qui a commencé à explorer les voies des NFT, Odo qui a investi chez CoinHouse. Bref, un ensemble d'acteurs qui continuent à se positionner et qui permettent de construire un écosystème pérenne. Et puis dernière tendance de fond, avec l'émergence des NFT et notamment l'effet de mode autour des NFT en 2021, 2022 a été une année où on a vu une adoption de plus en plus forte des NFT et plus généralement des concepts Web3 par des marques traditionnelles qui s'en emparent.
En 2022, on a vu beaucoup de marques s'intéresser au sujet du Web3. On peut presque considérer que c'était une année exploratoire et que 2023 soit probablement l'année de la confirmation. De la grande distrib aux marques de luxe, au sportswear, aux marques plus confidentielles, il y a vraiment eu beaucoup de projets. Carrefour dans Sandbox, des NFT, des collections de NFT dans les marques de luxe, une plateforme dédiée à ces sujets chez Nike. Lacoste, Guerlain, Prada, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on commence à délimiter, à voir le potentiel et délimiter les contours de ce nouveau terrain de jeu pour les marques. Qu'on parle de utility token, de fan token, de community token, voilà, on voit les cas d'usage arriver. C'est une super année pour regarder les benchmarks et ces marques qui ont ouvert la voie, qui ont ouvert des portes. Les marques en 2023, en tout cas, n'ont plus d'excuses. D'ailleurs, on voit qu'elles le savent puisqu'elles internalisent maintenant ces compétences avec des nouvelles fonctions du chef de projet au Head of Web3. On voit bien qu'on parle de NFT, de métaverse, de crypto, de blockchain. C'est vraiment des problématiques que les marques ont prises en charge. Moi, j'ai hâte d'être en 2023 pour voir ce que l'avenir nous réserve sur ce sujet. Dans ce nouveau terrain de jeu, il y a vraiment beaucoup de choses à envisager. De l'initiative la plus simple, lancer sa collection de NFT pour ses clients ou ses prospects, jusqu'à créer une plateforme dédiée au Web3 ou s'implanter dans le métaverse. Alors quand on le dit comme ça, on ne voit pas trop à quoi ça sert et c'est en ça que ça devient intéressant justement parce que les questions que ça soulève, les problématiques que ça soulève vont beaucoup plus loin. Selon moi, la première question à se poser, c'est pourquoi on y va? Est-ce qu'on veut animer sa communauté? Est-ce qu'on veut fidéliser ses clients? Est-ce qu'on veut enrichir son expérience ou créer une nouvelle expérience client? C'est les premières questions, les premières briques pour envisager une implantation dans le Web3 au sens large. Nike a créé sa propre plateforme avec des NFT. Dit comme ça paraît pas grand-chose et pourtant c'est assez révolutionnaire. Ça s'appelle Dot Swoosh, vous pourrez aller voir. Ou encore Lacoste qui lance sa collection de NFT très récemment. Ou Carrefour qui va dans le métaverse, dans The Sandbox en début d'année. Pour le coup, ils ont vraiment ouvert le bal, c'était en janvier 2022. Pour y penser, y créer des expériences shopper complètement nouvelles. La situation actuelle avec le Web3 me fait beaucoup penser à l'époque où les réseaux sociaux sont arrivés. Naïvement, on a dupliqué les best practices des autres leviers sur les réseaux sociaux, pensant que c'était juste un nouveau canal. Or, 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, on se rend bien compte que ça a été une révolution et qu'on a créé des nouveaux codes, des nouvelles practices complètement adaptées à ce terrain de jeu. Bon, avec le Web3, c'est pareil. Ce n'est pas juste un nouveau canal de communication ou un nouveau levier marketing, c'est beaucoup plus profond. D'ailleurs, on voit des startups dont le modèle économique est entièrement basé, et il y en a plein, sur la technologie blockchain ou sur les NFT. Je pense notamment à Billy qui crée des NFT associés à des événements, que ce soit des places d'entrée pour un concert ou des événements corpo ou autres, ou encore à TravelX qui associe un billet d'avion à des NFT. Voilà, on voit bien que ce n'est pas juste un nouveau canal publicitaire, promotionnel, je le dis vulgairement et venant de ma part, c'est absolument pas péjoratif, mais que ça va beaucoup plus loin que ça et qu'on est vraiment aux portes d'une révolution beaucoup plus grande. 2022 a donc été une année particulièrement riche qui clôture un cycle de bull run précédent qui lui-même avait apporté des innovations et des changements au sein de l'écosystème crypto. Mais derrière tout cela, la première des cryptos, Bitcoin, continue à tourner sans faillir depuis 12 ans. Sans aucun problème, un bloc est ajouté à la chaîne toutes les 10 minutes, le halving se produit environ tous les 4 ans, et cette horloge suisse continuera à tourner en 2023, en 2024, en 2025 et au-delà. Si je devais faire une conclusion sur l'année 2022 en une phrase, ce serait naturellement que l'année était difficile, mais que l'année était charnière également pour la construction des fondations plus solides et plus saines pour que l'écosystème puisse se développer de façon sereine sur le futur. 2023, d'un point de vue macro, ce que l'on espère, c'est une maîtrise de l'inflation, ce qui va permettre de ramener un petit peu de confiance sur les marchés et donc de reprendre la construction de ces différents projets. Et donc, on espère une croissance pour le marché des cryptos. Alors, même si 2022 a été une année mouvementée sur les cryptos, sur les NFT et sur le Web3 au sens large, c'est absolument très positif et il y a fort à parier que 2023 soit l'année de la concrétisation, de la confirmation. On commence à comprendre, on voit ce nouveau terrain de jeu qui est vraiment plein de potentiel. L'année 2022 est un grand cru d'un point de vue réglementaire. Il y a eu énormément d'avancées majeures, de grandes discussions et de grands débats. Le cadre est en train de se figer et on attend très clairement les premiers fruits pour l'année 2023. Ce que l'on peut espérer pour 2023, probablement quelque chose de similaire à ce qui s'est passé dans les précédents marchés baissiers, à savoir des prix bas pour les investisseurs qui souhaitent se positionner maintenant, quand l'opportunité est la plus importante, mais aussi
un calme qui permet à chacun, à tous les projets, à toutes les sociétés qui travaillent sur cet écosystème, de construire les usages et les projets de demain. C'est dans les bear markets que se font les innovations, c'est dans les bear markets que les projets émergent et ceux qui feront les innovations et la saveur de 2024 et 2025.